Notre voyage continue dans la ville d'Aigues-Mortes, une cité bâtie au XIIIe siècle. En Provence, dans le sud de la France, les habitants célèbrent la fête de la ville, une grande réjouissance en l'honneur de Saint Louis. Tout commence en l'an 791, lorsque Charlemagne érige la tour Matafère au milieu des marais pour assurer la sécurité des pêcheurs et des sauniers qui ramassent le sel. Plus tard, en 1241, les remparts et le port d'Aigues-Mortes furent bâtis par le roi Louis IX. La fête de la Saint-Louis, le festival médiéval d'Aigues-Mortes. Nous souhaitons maintenant vous faire découvrir la fête de la Saint-Louis. L'effervescence des préparatifs, les habitants vêtus de costumes d'époque qui montrent leur attachement profond à l'histoire de cette magnifique région. Du 22 au 24 août 2025, la cité fortifiée d'Aigues-Mortes a revêtu ses plus beaux atouts médiévaux pour célébrer son fondateur Louis IX. 3 jours de festivités spectaculaires, des tournois de chevalerie, des spectacles de feu et des défilés historiques ont eu lieu dans la ville à l'intérieur des remparts. Pour le plus grand bonheur de quelques 80 000 visiteurs venus spécialement, la magie a opéré au pied des remparts. Devant la porte de la Gardette, une des entrées de la ville, fermée pour l'occasion, le roi a reçu des mains des notables les clés de la ville qui lui permettent d'entrer dans les remparts. Dans les remparts, les stands sont prêts. Chacun a exposé ses spécialités, de la nourriture, des produits d'artisanat. L'église Notre-Dame des Sablons est située à Aigues-Mortes. Cette église va recevoir le roi qui, avec les clés de la ville, va venir pour une bénédiction. Dans l'église, nous avons des vitraux, une décoration très simple. Les gens vont arriver, la foule se masse et attend l'arrivée du roi et de la cour. L'église Notre-Dame des Sablons est le plus ancien bâtiment religieux de la ville. Elle était bâtie au XIIIe siècle. Elle abrite un reliquaire qui contient une partie des reliques de Saint Louis. La fête de la Saint-Louis à Aigues-Mortes n'est pas seulement faite de tournois de chevalerie, c'est aussi une profonde tradition religieuse. La ville a été fondée par le roi Louis IX, que l'on appelait aussi Saint Louis, et le clergé local et les anciennes confréries jouent un rôle très important dans les célébrations. Les confréries d'Aigues-Mortes sont très importantes. Les bénédictins, ils furent les premiers et les plus importants maîtres de ces terres avant l'arrivée du roi. Qui étaient-ils? C'étaient des moines en robe noire. C'est à eux que Louis IX acheta les terres marécageuses pour y construire la ville et le port. Auparavant, les moines installés depuis longtemps y exploitaient le sel et y pêchaient depuis plusieurs siècles. Les Cordeliers, les franciscains, cette confrérie de pénitents gris est directement liée à l'ordre. Qui sont-ils? Ils tirent leur nom de Cordeliers
de la simple corde qu'ils utilisaient pour ceinturer leur soutane grise ou brune. Au XIVe siècle, ils fondèrent un monastère dans cette ville. C'est dans cet ancien monastère que se trouve aujourd'hui la chapelle des Pénitents Gris. Cette chapelle peut se visiter. Les Templiers, un autre ordre, ce sont les chevaliers du Temple. Bien qu'ils ne fussent pas des moines au sens strict du terme, ils formaient un ordre monastique militaire étroitement lié à Aigues-Mortes. Qui sont-ils? Des chevaliers en manteau blanc orné d'une croix rouge. Leur rôle dans la ville fut le point de départ des croisades auxquelles les Templiers participèrent activement. Plus tard, après la défaite de l'ordre, 45 Templiers furent emprisonnés à la tour de Constance. Quatrième ordre, les Dominicains, parfois mentionnés dans l'histoire de la région en lien avec la lutte contre les hérésies, lutte contre les albigeois principalement. Aigues-Mortes se situait à la frontière de ces événements. Leur habit est blanc avec un manteau noir. Fait intéressant, lors de la fête de la Saint-Louis dont nous avons parlé, on peut voir des représentants de tous ces groupes en costume d'époque. Nous assistons maintenant à l'entrée des différents participants à cette bénédiction. Avant l'église Notre-Dame de Sablon, l'église de l'abbaye de Psalmodie était la seule église présente dans la région. Cette église est aujourd'hui détruite. Il n'y a plus que quelques pierres éparpillées dans la campagne. L'évêque de Nîmes participe traditionnellement à cette messe. Il préside cette bénédiction. Mais la fête de la Saint-Louis n'est pas uniquement dans l'église. À l'extérieur, la ville est totalement immergée dans l'atmosphère du Moyen Âge. Des défilés historiques avec des personnes vêtues de costumes de chevaliers, de costumes de dames, de moines, de paysans. Toutes ces personnes défilent dans les rues. Les habitants sont habillés comme au début du Moyen Âge. Les vêtements étaient souvent amples, avec des tuniques pour les hommes et des robes pour les femmes. Les hommes portaient également des pantalons larges, attachés à la taille. Les tissus étaient souvent en laine, en lin ou en coton. Le vêtement de base comprenait une blouse, des chausses ou des chaussures, une robe, une ceinture, un surcot, une cape, une capuche et parfois un bonnet. Les femmes les plus aisées utilisaient des tissus et des matières plus nobles comme la soie et le lin fin. Les femmes de classe populaire utilisaient de la laine ou du lin grossier. À Aigues-Mortes, il est possible de louer un costume pendant la fête, environ 20 à 30 € par jour, pour se sentir pleinement acteur de cette fête et non comme un simple touriste.
Un marché médiéval a aussi lieu à l'intérieur des remparts. On peut y acheter des objets artisanaux. On peut goûter des plats selon les recettes anciennes. On peut observer le travail des forgerons, le travail des verriers, le travail des menuisiers, le travail du cuir et bien d'autres encore. Des spectacles et des animations ont lieu. Un théâtre de rue, des représentations de jongleurs, des musiciens avec leurs cornemuses et aussi des spectacles de feu animent les soirées. Le final, le point d'orgue de cette reconstitution est l'embarquement du roi Louis IX pour la croisade. Cet embarquement est suivi d'un grand feu d'artifice qui illumine les remparts et la cité antique pendant toute la soirée. Le Moyen Âge a connu un réseau très important de marchés et de foires, allant de tout petits marchés ruraux à l'échelle locale de grandes foires internationales qui avaient lieu entre la France, l'Angleterre, les Flandres, l'Italie et surtout en Champagne. Ces foires et ces marchés étaient un lieu d'échanges commerciaux, mais aussi un endroit de brassage de population. Mais revenons à l'église. La cérémonie religieuse est terminée. Les participants sortent, les ecclésiastiques d'abord, les porteurs de bannières, les congrégations sortent les unes après les autres. Les pénitents blancs, suivis des pénitents gris, avec leurs bannières bleues, au centre duquel nous voyons le cœur transpercé des 4 flèches, eux-mêmes suivis d'autres pénitents. Maintenant, les pénitents blancs marchent vers la sortie, porteurs eux aussi de leurs bannières. Ils sont suivis d'autres pénitents, les bleus. Ces pénitents portent eux aussi leurs bannières. Ils sont suivis des pénitents porteurs eux aussi de leurs bannières. Chaque groupe porte sa propre bannière, ce qui permet de les reconnaître de loin. Le roi Louis IX est accompagné de sa femme, la reine Marguerite de Provence. Cette reine n'était pas seulement la femme du monarque, c'était l'une des femmes les plus résolues et les plus courageuses de son temps. C'était la seule femme chef de croisade. En effet, Marguerite de Provence a fait preuve d'un courage incroyable lors de la 7e croisade de 1248 à 1254. Lorsque Louis IX fut fait prisonnier en Égypte et que la ville de Damiette fut assiégée, c'est elle qui prit le commandement. Alors qu'elle était dans les derniers jours de sa grossesse, elle convainquit les mercenaires italiens de ne pas quitter la ville, promettant de leur payer leur service sur ses propres fonds. Elle donna naissance à un fils en plein siège et elle le nomma Jean Tristan, Tristan du mot triste, ce qui soulignait ainsi la dureté de ses derniers jours. C'est elle qui mena les négociations pour le rachat de son mari. La nuit descend sur Aigues-Mortes, mais la cité ne dort pas. Au son des cornemuses anciennes et au rythme des sabots des chevaux, le roi Louis IX parcourt ces terres une dernière fois. Dans ce cortège se reflète toute la grandeur de la France, des soldats fidèles, des citadins en liesse et l'esprit d'une époque qui refuse de s'effacer.
Et, quand le ciel au-dessus de la forteresse s'illumine de mille feux, on comprend que l'histoire n'est pas faite que de dates froides qui sont dans les livres. C'est nous, ici et maintenant. La lumière des murs ancestraux et les éclats du futur. La nuit où les légendes prennent vie. À Aigues-Mortes, le dénouement de la fête de la Saint-Louis est un moment magique. Lorsque la suite royale déambule dans les ruelles étroites et que les remparts s'éclairent à leur tour de lueurs de flambeaux, le temps semble suspendre son vol. Regardez jusqu'au bout pour voir comment le ciel du XIIIe siècle s'illumine avec les feux du XXIe siècle. Le final. La célébration atteint son apogée avec la mise en scène de l'embarquement du roi. Cet embarquement est suivi d'un feu d'artifice grandiose qui embrase les remparts millénaires de la cité. Les étoiles semblent descendre sur Aigues-Mortes, unissant le passé et le présent dans un éclat de lumière inoubliable. Que la magie de cette nuit reste dans vos cœurs. Excellente soirée et bonne fête de la Saint-Louis.